Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Les trigger warnings de l'œuvre abordée aujourd'hui sont séquestration, violence, automutilation, contrainte, addiction médicamenteuse. Je resterai sobre et je me concentre sur l'écriture, la construction et la portée éthique. Il y a des romans qu'on croit connaître parce qu'un film culte a fixé 2 ou 3 images dans nos têtes. Misery fait partie de cela. On voit tout de suite la chambre, la neige, le lit à barreaux, la silhouette d'Annie Wilkes avec ses phrases mi-naïves, mi-terrifiantes, et l'écrivain coincé dans sa propre fiction. Mais relire King aujourd'hui, c'est mesurer à quel point Misery dépasse le simple huis clos sadique. C'est un roman sur la dépendance aux soins, aux médicaments, à l'admiration, au succès, au genre littéraire qui vous enferme. C'est aussi une réflexion sur le contrat entre l'auteur et le public. Qu'est-ce que l'on doit à celles et ceux qui nous lisent ? Et qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas leur laisser faire ? Cette tension traverse chaque page, portée par une écriture beaucoup plus précise qu'on ne le dit, et par une compréhension clinique du tempo émotionnel d'un huis clos. King choisit une entrée en matière brutale et simple. Un écrivain à succès, ici Paul Sheldon, a un accident de voiture sur une route enneigée en montagne. Il est secouru par une ancienne infirmière, Annie Wilkes, qui se trouve être sa fan numéro 1. Elle le ramène chez elle au lieu d'appeler le secours et s'auto-institue sauveuse, gardienne, soignante, juge, éditrice et bourreau. Cette ambiguïté initiale, ce geste de sauvetage qui bascule en capture, donne au roman sa ligne de force. L'aide peut devenir emprise dès que la dette n'a plus de sortie. Dans cette maison excentrée que la neige isole plus sûrement qu'une serrure, le pouvoir circule par des vecteurs concrets. La clé de la porte, la seringue, les comprimés de Norville, la nourriture, le seau, la machine à écrire. Dans Misery, tout objet est un verbe de domination. Ce qui frappe d'abord, c'est la manière dont King calibre notre regard. Le point de vue colle à Paul, mais ce n'est pas la première personne. C'est un troisième personnage extrêmement proche, nerveux, qui nous donne des perceptions physiques, douleur, soif, engourdissement. Les calculs rapides, compter les pastilles, guetter les heures, et ce flux de pensées d'écrivain qui cherche des analogies pour tenir. Ce réglage est décisif. L'horreur n'est pas seulement ce que fait Annie, c'est ce que le temps fait à Paul. Les jours s'allongent, puis se contractent, les accalmies reprennent, des explosions repartent, et, dans cet entre-deux, King place les meilleures pages, celles où le cerveau se remet à fabriquer du récit. Presque contre la douleur, comme un réflexe vital. Le nerf secret du roman est là. Paul survit parce qu'il écrit. Annie le contraint à ressusciter Misery Chastain, héroïne victorienne de ses romans populaires. Il avait prévu de l'avoir fait mourir pour passer à autre chose, à un roman plus sérieux. Ce fameux manuscrit brûlait trop vite, que King utilise comme une image évidente de ce que les lecteurs peuvent faire à nos envies d'auteur. On peut lire le livre à ce niveau très direct. Paul, forcé par sa geôle vivante, doit réparer ce qu'il a cassé pour satisfaire sa fan. Mais il y a autre chose. Écrire devient une stratégie de survie physique et mentale. La chambre est un enfer. La page est une zone d'appui. Et c'est ici que King est grand. Il fait du métier d'écrire un suspense. On suit les idées de Paul comme on suivrait des pas sur un plancher. Où va-t-il ? Pourquoi reprend-il tel fil ? Comment retarde-t-il l'inévitable explosion d'Annie ? Les chapitres du roman qu'il est censé rédiger, insérés tels que dans Misery, ne sont pas des gadgets. Ce sont des poches de respiration qui réinjectent de la fiction dans la fiction et rappellent que le seul espace où Paul est encore souverain, c'est le paragraphe. La maison joue son rôle de personnage. King ne la surcharge pas de détails, mais il en fixe quelques-uns qui deviennent mémoriels. L'odeur du désinfectant, les angles morts,
La porte du placard, la commode où Annie range les comprimés, la cuisine où tout prend une teinte inquiétante. À chaque sortie, quand Paul parvient à ouvrir, à se traîner ou à fouiller, on découvre une topographie minimale qui suffit à reconfigurer le risque. Les séquences d'exploration sont exemplaires de sobriété. Au lieu de gonfler la mise en scène, King l'a réduit à des gestes, des sons et des secondes. Le suspense naît d'un battement simple. Combien de temps avant qu'elle rentre? Tout lecteur qui a tourné ces pages connaît ce sentiment très particulier qui n'est pas l'effroi pur, mais une anxiété méthodique, épier une allée et venue. Replacer un objet comme il était pour ne pas trahir sa visite. Cacher la preuve qu'on est sorti du rôle assigné. C'est un roman sur la mémoire des choses et la précision des mains. Annie Wilkes maintenant. King refuse de la ranger dans une case propre. C'est précisément pour ça qu'elle est si durable comme figure. Elle ne parle pas comme une sadique flamboyante. Elle utilise un lexique d'euphémisme, parfois infantilisant, qui dédramatise en surface ce qu'elle impose. Ce décalage entre la douceur des mots et la dureté des actes crée un effet d'inhumanité plus fort que bien décrit. Annie tient à sa morale, à ses principes. Elle n'est pas aléatoire au point d'être incohérente. Elle est capricieuse au point de rendre toute prévision impossible. King s'appuie probablement sur des lectures cliniques, mais il ne psychologise pas trop. Il montre un rythme, une marée, phase d'hypersoin, rechute dans le ressentiment, orgueil blessé, retour des rituels. Et, détail perfide, il lui donne un talent de lectrice. Annie a une oreille narrative très sûre. Elle voit les ficelles, elle traque les invraisemblances, elle exige des solutions qui ne trichent pas avec les règles du feuilleton qu'elle aime. C'est là que le roman devient métacritique. L'éditrice la plus cruelle est aussi la plus lucide sur certains mécanismes de l'intrigue. L'exigence d'Annie ramène Misery de façon plausible, ressemble à la voix d'un lectorat qu'on a trop vite méprisé. King règle des comptes et, en même temps, se met au diapason de ce goût populaire. Le livre ne méprise pas les romans de Misery. Il montre que l'on peut écrire du genre avec rigueur, même enchaîné à un lit. L'addiction est l'autre serrure du texte. Paul est sous la dépendance d'un antalgique fictif. Et King, qui a souvent parlé de ses propres combats à l'époque, écrit la faim chimique, la sueur, la pensée qui s'amenuise autour d'une seule idée. Annie dose, donne, reprend. Elle garde la clé de ce ciel temporaire. On peut lire toute la dynamique comme une allégorie des relations toxiques à une substance. La sauveuse est pourvoyeuse. Le soulagement nourrit la cage. L'éclaircie rend le retour de la douleur encore plus dur. Et pourtant, cette dépendance va servir. Paul négocie des fenêtres de lucidité pour écrire, puis pour préparer autre chose. C'est là le noyau moral de Misery. Même quand tout est confisqué, il reste des marges d'agence. Minces, dangereuses, mais réelles. Le roman s'acharne à les réparer. Inventaire de ce que l'on peut encore décider, ici et maintenant. La gestion de la violence par King mérite qu'on s'y arrête. Les scènes les plus redoutées existent, mais elles sont travaillées avec une économie d'effets qui les rend plus difficiles à oublier. King sait que tout lecteur a un imaginaire. Il montre assez pour que l'événement soit indiscutable. Il coupe avant que la page se transforme en musée de l'horreur. Surtout, il met l'accent sur les conséquences. La douleur durable, l'impossibilité de dormir, la lenteur nouvelle du corps et l'humiliation des gestes élémentaires. Le choc ne vaut rien sans ce après. C'est ce après qui fera des scènes d'écriture. Ensuite, des exploits minuscules et héroïques. On n'applaudit pas parce qu'un homme tape à la machine. On retient sa respiration parce qu'il a désormais 50 raisons physiques et psychiques de s'y tromper. Le comique, oui, il y en a. Un humour noir, presque pataphysique, quand Paul compare la logique d'Annie à des mécaniques absurdes. Ou quand il s'autofigure en petit prof têtu, notant mentalement les faiblesses de ses propres chapitres pour anticiper les colères de sa geôlière. Ce n'est pas un gag, c'est une stratégie neuronale. Le cerveau qui souffre cherche des échappées. King s'en sert pour régler la distance. Sans ces bulles d'ironie, Misery serait probablement irrespirable. Avec elle, le roman nous laisse passer d'une scène à l'autre sans anesthésie, mais avec quelque chose qui s'apparente à une respiration.
Ce qui me sidère encore aujourd'hui, c'est la finesse avec laquelle King écrit la technique de l'intrigue sans la placer sur le lecteur comme une leçon. Tout est là pourtant. La promesse faite au début, rien n'entre ni ne sort de cette maison sans qu'Annie le décide, les armes sont plantées très tôt, une machine à écrire capricieuse, une porte qui ferme mal, un briquet qui n'est pas là par hasard, la montée régulière, période de calme à part, brisée par une reprise d'Annie. Et la contre-montée. Paul, qui invente, gradue, risque un petit peu plus à chaque tentative. Ce n'est pas schématique, c'est organique. Et c'est cette organicité qui donne à la fin le sentiment que la résolution n'est pas un truc, mais l'aboutissement d'une stratégie dictée par les lieux, les corps, la météo, l'économie des forces. Le roman est souvent lu à travers le film de Rob Reiner, qui a fixé un certain nombre d'images et a donné à Annie un visage indépassable. L'adaptation change des éléments, adoucit certaines extrémités, mais elle garde l'essentiel. La dialectique entre écriture et survie, la blague bifide d'Annie, l'ingéniosité de Paul, raison de plus pour revenir au texte. On y découvre un Paul plus écrivain que victime, une réflexion plus nette sur la fabrication d'un comeback fictionnel. La partie roman dans le roman prend alors sa juste place. King n'y bastiche pas seulement le feuilleton victorien, il montre le travail d'un artisan qui répare ses propres tours. Et il n'est pas indifférent que le livre soit publié à un moment où King lutte avec ses propres dépendances et sa propre relation à la notoriété. Misery est une confession déguisée, le succès à son Annie Walkus, la tentation de continuer ce qui plaît contre ce qu'on veut, la peur de décevoir, l'addiction aux applaudissements. À ce titre, c'est un des livres les plus honnêtes qu'un auteur populaire ait écrit sur sa propre condition. On pourrait croire que Misery est une histoire d'auteur. C'en est une, mais c'est aussi un roman sur la grammaire des violences domestiques. Le cycle y est bien connu. Un sauvetage initial, une gratitude imposée, une dette, un isolement, un contrôle, des punitions, des rémissions, des promesses, puis des rechutes. King ne théorise pas. Il scénarise. Et c'est justement parce que tout passe par des objets et des rythmes qu'on mesure, page après page, ce que coûte une liberté qui ne peut se reconquérir qu'en résistance minuscule. Le courage ici n'est pas spectaculaire, c'est savoir replacer un bibelot à l'angle exact où il était. Mémoriser la cadence d'un pick-up sur la route, se souvenir du poids d'une bouteille pour tromper une vigilance. Ce sont des gestes d'espion dans une guerre qui n'ose pas dire son nom. Et la littérature d'horreur retrouve ce qu'elle sait faire le mieux, rendre lisibles des réalités que d'autres genres édulcorent. L'éthique de King, on la reconnaît dans sa gestion du lecteur. Il ne l'humilie pas, il ne le piège pas dans des images grossières. Il l'invite à prolonger la scène dans son propre imaginaire, exactement comme il invite Paul à prolonger ses journées dans la fiction qu'il écrit. Il y a dans ce roman une confiance rare dans le lecteur populaire. On peut lui épargner le sordide sans lui cacher la gravité. On peut lui offrir un page-turner sans confondre vitesse et précipitation. C'est cette confiance qui explique la longévité de Misery. On s'y attache comme un manuel d'endurance. Comment s'économiser, comment calculer, comment survivre au pays des obligations toxiques. Je reviens un instant à la figure d'Annie comme lectrice. Beaucoup ont vu en elle la caricature d'un fandom possessif, voire violent. King n'est pas si simpliste. Il sait ce qu'il doit à ses lecteurs. Il sait aussi ce qu'un lectorat exigeant, amoureux, peut apporter au travail d'un romancier. La vigilance contre les trucs faciles, le désir d'une justice narrative, la haine des Deus ex machina. Annie est le monstre de cela quand tout déraille, quand l'amour du récit devient désir de posséder son auteur. Mais la scène, à la base, dit autre chose. Sans lecteur, un roman meurt. Avec les mauvais lecteurs, un auteur meurt à soi. Paul doit trouver la voie étroite, écrire avec son public réel contre le fantasme d'appropriation. C'est la version King d'une idée qu'on retrouve chez d'autres. Le lecteur n'est pas un client, c'est un partenaire, pas un geôlier. Et enfin, si je devais te dire pourquoi Misery reste un classique, je te parlerai de la dernière honte du livre. Après la délivrance, King n'offre pas de pure euphorie. Il montre un corps brisé qui cicatrise, une mémoire qui travaille, une peur qui se déplace, le bruit de pas qu'on croit entendre, la silhouette qui revient dans les rêves. Il montre surtout une reprise du travail,
un nouveau livre qui s'écrit, une discipline retrouvée et des moments où l'ombre d'Annie ressurgit comme une migraine. La vraie fin de Misery, ce n'est pas cette scène de confrontation, c'est l'acceptation que la littérature, pour Paul comme pour King, est ce qui reste quand le monde a essayé de confisquer le langage. Ça ne guérit pas tout, mais ça redonne une main sur quelque chose. Et parfois, c'est suffisant pour tenir. On a parlé de douleur, de dépendance, d'écriture comme seul espace libre d'un huis clos réglé au quart de tour, d'une lectrice qui devient censeur, d'un auteur qui redécouvre la ruse et le métier pour survivre. Si cet épisode t'a donné envie de relire Misery en le regardant non pas comme l'histoire d'une fan folle, mais comme un traité sur le pouvoir des objets, la gestion du temps et la responsabilité de l'auteur face à son public et à lui-même, c'est gagné. Et si tu as en tête une scène précise dont tu voudrais que je lise la version roman ou la version film pour comparer les choix d'écriture, dis-le moi et on fera un bonus. D'ici là, respire et garde une page blanche à portée de main. Parfois, c'est la seule fenêtre qui s'ouvre. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cet épisode consacré à Misery, une des œuvres majeures d'un auteur fondamental du genre, Stephen King. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à venir prolonger le débat avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Encore merci de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.